Martin Blondeau et Magali Marchal maintenant sur le retour d'expérience sur la prise en charge de la douleur. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour venir parler d'un sujet qui nous tient à cœur, forcément. Moi, je m'appelle Magali Marchal, je suis infirmière anesthésiste. Je travaille avec le docteur Beria et le professeur Dirocco au bloc opératoire de pédiatrie et j'ai aussi une activité sur l'équipe mobile douleur pédiatrique. Et moi, je m'appelle Martin Blondeau. Du coup, je travaille en réanimation pédiatrique en tant qu'auxiliaire et j'ai un temps dédié tous les mardis sur la prise en charge de l'anxiété parents-enfance, sur les craniosténoses. Du coup, c'est une recherche pilotée par le professeur Dirocco et son équipe. Et j'ai un temps dédié avec l'équipe mobile de la douleur si j'ai pas de prise en charge sur cet item-là. Donc on nous a demandé de traiter de la douleur, vaste sujet. Quelle prise en charge pour une prise en charge optimale, puisqu'on parle d'intervention, donc qui dit intervention dit sensation associée. On va vous présenter le travail de notre équipe à différents temps de la prise en charge sur les différentes composantes de la douleur pour une prise en charge globale, famille, fratrie, pas seulement les parents. Et l'objectif, ça sera bien sûr une prise en charge individualisée. Alors notre équipe, on a la chance d'avoir Anaëlle Laurin qui est psychologue, qui fait, en plus de son rôle de psychologue, de la médiation musicale avec les patients, c'est-à-dire comment la douleur elle peut s'exprimer autrement que par les paroles quand on est petit, quand on n'arrive pas à exprimer. On a le docteur Le Gouzouga qui est là, c'est notre pédiatre référente qui pratique également l'hypnose à côté. On a un nouveau médecin qu'on vient d'accueillir, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sur la photo. Docteur Ravelo Hanna, qui est anesthésiste avec moi au bloc opératoire, qui pratique également l'hypnose. On a Martin, qui fait tellement de choses. Les massages magiques, on vous expliquera rapidement ce que c'est, de la RESC, qui est issue de la médecine chinoise, la réflexologie plantaire, de la cohérence cardiaque. Et puis moi, je fais également massage magique et de l'hypnose. Pourquoi l'intérêt d'avoir tout ça? C'est parce que chacun est différent, donc ça multiplie les propositions, les possibilités quand vous rencontrez un patient pour dire justement qu'est-ce qu'on propose à ce moment-là, à quel moment, parce qu'aujourd'hui c'est différent de demain et d'hier, à la problématique et bien évidemment à l'enfant. Donc qui dit douleur, le début du processus douloureux, il arrive déjà quand on parle d'hôpital. Finalement, quand on vous parle d'hôpital, sans que vous le sachiez, dans votre cerveau s'allument des petites lumières de « est-ce que déjà je ne vais pas avoir mal ?» Parce qu'on s'interroge, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'études qui ont montré le lien entre l'anxiété et la douleur, c'est-à-dire si vous êtes très anxieux, nous on le sait en anesthésie, vous allez finalement consommer, on dit, plus de médicaments pour l'anesthésie. Et chez l'enfant, quand on s'endort très anxieux, on se réveille plus douloureux. On risque d'avoir des troubles du comportement, entre guillemets, ce qu'on appelle post-opératoire, difficultés d'endormissement, d'alimentation. Donc ça, c'est des choses dans un vécu d'enfant qui sont très très difficiles. Et avec le bloc opératoire, on a toujours ce côté, la différence, on peut avoir une douleur physique ou psychique, sensation actuelle quand vous arrivez et que vous êtes déjà douloureux comme dans la pathologie. Un souvenir passé, je me suis déjà fait opérer, j'ai déjà eu mal, je suis déjà dans l'anticipation de cette douleur, ou bien justement tout ce processus va s'entremêler et va faire en sorte que finalement, si on s'attend à avoir mal, on va plus sentir la douleur. Donc notre rôle, c'est de prendre la douleur en charge à différents temps, c'est-à-dire en préopératoire, per- et post-opératoire. Ce qui est très intéressant et ce qui est très important, c'est de reconnaître tout ça, c'est-à-dire le lien anxiété-douleur en préopératoire. Pourquoi on le sait? Si on dépiste les facteurs de risque d'anxiété, si on les anticipe, eh bien on sera plus à même justement d'avoir l'attitude, la prise en charge adaptée. Ça passe par quoi? Par de l'écoute de verbal, ce que les enfants disent, mais des fois ils sont petits, ils ne parlent pas, donc il y a aussi le paraverbal, le ton sur lequel ils vont le dire, et puis tout le non-verbal, tout ce que notre corps dit avant même de parler. Tout ça, on peut préparer donc le patient, anticiper pour que justement tout le péropératoire se passe bien. L'évaluation de la douleur, bien sûr, évaluer en préopératoire comment vous êtes douloureux. Est-ce que c'est une douleur aiguë? Est-ce que c'est une douleur chronique que vous avez depuis longtemps? Pour trouver les bons outils. Et traiter, ça passe chez nous par les médicaments, bien sûr, il y en a besoin, mais aussi toutes les techniques et l'étayage non médicamenteux. Donc là, on a mis les différentes possibilités dans l'analgésie multinodale, c'est-à-dire vous allez agir sur
différents niveaux de traitement, avec de l'anesthésie loco-régionale, le méopa, qui est un mélange, je ne sais pas si vous connaissez, oxygène, protoxyde d'azote, qu'on met beaucoup aux enfants pour la tolérance des soins. Et puis l'EMLA, qui est le patch anesthésiant qu'on met justement, parce que toutes les petites stimulations qu'on va faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement que la maladie, il y a tout ce que vous allez rajouter derrière, pose de voie veineuse, pansement, tous les gestes douloureux vont être intégrés chez l'enfant et vont majorer la douleur. Les solutions sucrées, on s'en sert beaucoup pour les bébés, puisque la succion associée à une solution sucrée amène des endorphines. Et puis ça, c'est toute la prise en charge non médicamenteuse qui est très importante. Donc la médiation musicale, on vous en a parlé. La RESC, l'hypnose, on a aussi des casques réalité virtuelle qui peuvent permettre justement de sortir de cette réalité de l'hôpital qui est très anxiogène. On a une nouvelle salle qui s'appelle le nid à bulles. C'est une salle d'apaisement sensoriel, stimulation multisensorielle. Comment on fait pour s'apaiser, un lieu qui est un petit peu qu'on veut un peu à part dans l'hôpital. La présence des parents, parce que forcément, les enfants, vous avez les parents avec et vous savez faire plein de choses pour vos enfants. On a le TENS, c'est l'électrostimulation. C'est un appareil qui reproduit en fait quelque chose de physiologique, le gate control, qui fait que ça stimule vos fibres du toucher qui seront plus rapides que les fibres de la douleur. La distraction qui est toujours très importante, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais un enfant qui joue, il est déjà finalement un peu en auto-hypnose. C'est-à-dire son attention est focalisée. Et si on arrive à reproduire ça pendant les gestes, ça veut dire une meilleure tolérance pour tout ce qui va arriver. Et puis les massages magiques, des massages en histoire, c'est Martin, il va vous en dire peut-être 2 mots. Oui, les massages magiques, du coup, c'est des massages qui ont été créés par La Roche-Posay, qui reprend du coup des cartes qui sont assez visuelles pour les enfants, sur lesquelles on n'a pas besoin de compétences particulières, on n'a pas besoin d'être kiné. C'est des petits massages, du coup, sur lesquels on peut allier des petites histoires, sur lesquels, du coup, je prends un temps de formation pour former les parents, pour pouvoir faire sur les enfants. Et ça, c'est très intéressant, puisque ça fait une stimulation, on dit kinesthésique, c'est-à-dire du toucher, qui amène une focalisation de l'attention, beaucoup de douceur et qui reproduit aussi le gate control. Et il y avait aussi la cohérence cardiaque. Martin, il nous a fait un petit panda. C'est de la cohérence cardiaque adaptée aux enfants. Parce qu'on n'a pas le même rythme, donc si vous essayez de faire ça, une cohérence adulte à un enfant, ça va être plus compliqué. Le suivi, on est désolé, c'est un peu décalé. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a une consultation externe, c'est-à-dire qu'on peut recevoir les patients qui nous sont adressés, qui sont suivis à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'équipe mobile, elle est intra-hospitalière. On suit les enfants qui ont été hospitalisés chez nous. On peut créer des hôpitaux de jour. Pourquoi? Parce que vous venez et vous avez plein de professionnels autour de vous pour une prise en charge pluridisciplinaire. Le docteur Berrien en parlait tout à l'heure. Des fois, c'est pas facile dans une vie de parent de caler tous ces soins, tous ces rendez-vous. Donc, on propose en fait que sur une après-midi, vous pouvez venir et vous rencontrer différents intervenants, ce qui potentialise la prise en charge. On travaille sur les différentes composantes de la douleur à ce moment-là. On va vous montrer juste après ce que c'est. Donc, une après-midi pour une prise en soins globale. Et puis, on est aussi chargé, parce que la douleur, nous, on s'en occupe à l'hôpital, mais vous rentrez chez vous. Et à un moment, il y a ce côté, qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul? Donc, on assure la coordination avec des relais à l'extérieur de l'hôpital. On trouve des relais pour plein de médical, paramédical, pour continuer le traitement et justement tout ce qu'on a initié. Donc à quoi ça ressemble une consultation douleur? Quand on reçoit toujours donc en équipe pluridisciplinaire, on a 2, 3, 4, on est 4 intervenants en même temps. On reçoit l'enfant et ses parents, bien évidemment. S'ils peuvent être 2, c'est encore mieux. On reçoit aussi les fratries. On identifie ce que la douleur chronique versus aiguë. Est-ce que c'est une douleur nociceptive? Est-ce que c'est neuropathique, nociplastique? Et puis on va justement déjà voir un petit peu dans quel axe on va pouvoir donner à la prise en charge. Parce que souvent, en fait, les patients, quand ils vous disent, on reçoit beaucoup de patients qui disent « Oh là là, mais moi j'ai tout essayé, rien ne marche ». Et en fait, souvent, on a axé beaucoup la prise en charge sur les médicaments. Et puis, il y a beaucoup de choses dans la prise en charge de la douleur. Donc, on écoute, parce que l'écoute, c'est la base.
l'enfant, ses parents, ce qu'il y a autour. Nous, on a l'habitude de dire à l'enfant, vas-y, d'abord on te pose des questions à toi, et puis on peut avoir papa, maman, joker pour compléter. On explique, on traite, et puis on mobilise les ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que les parents font déjà très bien, en quoi on va pouvoir les aider. Il y a la couleur des émotions, parce que quand vous êtes un enfant, déjà quand vous êtes un adulte, des fois c'est pas facile de retraduire ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand on est un enfant, on passe par ce livre qui est très bien et qui dit en fait c'est quoi les émotions qui sont à l'intérieur. On se sert de ce livret qui a été créé à l'hôpital, qui s'appelle Sur la douleur, le chemin de la douleur avec Sacha. Sacha, c'est pour expliquer aux enfants sous forme de BD, sous forme ludique, qu'il y a une douleur, comment ça marche la douleur. La douleur, c'est pas que du sensoriel. Sensoriel, c'est comment ça fait, ça pique, ça brûle, elle est comment ma douleur. Et on leur explique aussi, il y a plein d'autres choses. Avec la douleur, il y a l'émotion qui est derrière. Il y a des fois de la colère, des fois de la tristesse de ne pas pouvoir être comme tout le monde. La mémoire, ce qu'on disait tout à l'heure, oh là là, mais j'ai déjà eu mal, oh ça recommence, flûte. Et puis l'attention, l'importance qu'on y met, c'est-à-dire, vous avez bien vu, si vous avez déjà eu mal dans votre vie pour cette pathologie ou toute autre chose, la douleur, elle vous envahit, elle prend toute la place. Et en fait, on leur dit, c'est comme une boule. C'est tout tricoté là à l'intérieur et il faut tirer un fil. On va travailler fil entre guillemets par fil pour faire en sorte que la douleur elle soit plus petite, plus acceptable. Ça c'est en fonction des douleurs, il y a des choses différentes. Des fois on sent plus le sensoriel, des fois c'est plus l'émotion qui prend le dessus. D'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Et puis, il y a aussi, bien sûr, on l'a dit, une prise en charge globale. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant malade? C'est pas que l'enfant qui est impacté. C'est toute la famille, les amis, tout ce qui se met en route autour, les frères, les sœurs, les grands-parents. La douleur, nous on dit, en pédiatrie, elle se vit à plusieurs. Donc, on va mesurer cet impact et se dire comment on peut aider, pas que l'enfant, mais comment on peut étayer aussi tous les aidants autour pour faire en sorte que, justement, cet enfant il soit bien entouré et qu'on ait pris soin aussi des aidants. Tiens, on a été vite. Ça, c'est un petit travail. En fait, alors, le langage des enfants, longtemps, c'est le dessin. Donc, on travaille beaucoup avec le dessin. Ça, c'est un jeune homme dont on vous parlera tout à l'heure. On a la chance, on a sa maman avec nous aujourd'hui. On est émus, du coup. On travaille avec son jumeau, parce qu'on travaillait l'impact justement de la maladie sur son jumeau. Et ils disent quelque chose d'intéressant dans la consultation, c'était la 2e ou 3e fois. On est comme les ailes d'un papillon. Sauf que finalement, quand on enlève une aile, ça marche plus. Donc on a dessiné le papillon, on a dessiné les ressources, tout ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les étaye, qu'est-ce qui leur fait du bien. Puis on a séparé la feuille en deux en disant « Ah, mais si on se met comme ça, peut-être ça laisse de la place pour d'autres choses qui font du bien. » Et en fait, j'ai pris les feuilles et je les ai mis comme ça. Parce qu'on peut être proche, mais pas collé comme ça. On peut être collé comme ça. On a l'autonomie chacun. Donc on travaille beaucoup en symbolique, parce qu'il faut le savoir, le symbole et les dessins, c'est le langage de l'inconscient. Donc vous allez parler en hypnose, on fait ça, on se sert de stratégies comme ça. On a pris donc du coup forcément l'exemple de nos chouchous, de Louis et Hugo. Pourquoi on a rencontré Louis? Louis, moi, en travaillant au bloc opératoire, on a mis tout un process en place avec nos anesthésistes qui détectent, entre guillemets, les enfants qui sont plus anxieux. Donc ils m'ont dit, ah Louis, tiens, il allait être opéré de son chiari, il est quand même assez anxieux, est-ce que tu pourrais l'accompagner? Donc on a été faire une première rencontre avec la famille, accompagnement jusqu'au bloc à l'endormissement. Et puis en fait, on est repassé le voir avec Martin dans le service, en consultation douleur. Et ça a été le début d'une grande prise en charge, d'un suivi, hôpitaux de jour, on a rencontré toute la famille pour identifier avec lui ce qui faisait douleur. Parce qu'il y avait le sensoriel, migraine, douleur de la nuque, bien sûr, qu'on a traité, accompagné. Et puis, en fait, il nous a dit quelque chose, et on a le témoignage, s'il veut. S'il ne veut pas, je sais pas. Non. Tu l'as? Alors on va vous retranscrire, c'est dommage parce qu'il disait ça avec des jolis mots, il nous a un peu cueillis. Et en fait, on s'est rendu compte que tout l'impact qu'avait en fait la maladie au quotidien,
Parce que nous, on voit un instant T, on voit l'hôpital, c'est notre spécialité. Et puis là, il nous a ouvert les portes sur ce qui se passait dans son quotidien. Et il dit, voilà, moi, au quotidien, ça m'empêche de faire plein de choses, cette maladie. Et puis surtout, on me met à part. Donc on a voulu travailler avec lui tout ça, tout ce qu'il est en train de nous dire pour le transformer, pour l'étayer, se dire ça va pas seulement passer par des médicaments, par de la TENS, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, parce qu'il parle vraiment de ça, et ça c'est rigolo, quand je suis arrivée tout à l'heure, c'est la première chose que j'ai vue, rendre visible l'invisible. Parce qu'il dit, moi c'est pas parce que j'ai une maladie que je suis handicapée, je refuse en fait ce qu'il a dit de mettre dans une case, et tu te rends compte comme c'est stigmatisant d'être dans une case. Et donc à partir de là, on a travaillé sur beaucoup d'outils avec lui et on a la chance d'avoir Martin avec nous, donc il a fait un outil de fou. Donc je suis désolé, les vidéos, ils ne fonctionnent pas, mais du coup l'idée après cette première entrevue avec Louis, il était inconcevable pour nous, avec Magali, de repartir et pas lui proposer notre aide, l'accompagner dans la possibilité pour lui de pouvoir parler et faire comprendre ce qu'il vivait au quotidien, de ce qui était de la maladie invisible. Donc, je suis désolé, les vidéos fonctionnent pas, mais du coup, je vais vous faire passer du coup après la petite BD qu'on a co-construit avec Louis, Hugo et ses parents. Du coup, il était important pour moi et pour nous, surtout, de dire un petit peu, voilà, je vais vous lire ce qui est marqué. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut voir pour le croire. Mais pour Louis et pour des milliers d'enfants atteints de la maladie de Carie et de syringomélie, la réalité se joue là où l'œil ne voit rien. Derrière un sourire en classe, derrière une partie de jeux vidéo ou une lecture tranquille se cache parfois une tempête de symptômes. Des maux de tête foudroyants, des fourmillements étranges, une fatigue que le sommeil ne répare pas. C'est ce qu'on appelle l'invisible, parce que le corps ne porte pas de plâtre, on imagine que tout va bien. Cette bande dessinée est née de rencontres, du coup, avec Louis et notre équipe. Elle a été créée pour briser le silence et mettre des mots et des images sur ce qui ne se voit pas. Elle est un guide pour ceux qui souffrent, afin qu'ils se sentent moins seuls, et une fenêtre ouverte pour tous les autres, afin qu'ils apprennent à regarder avec le cœur plutôt qu'avec les yeux. Du coup, je tenais à remercier tout particulièrement la maman qui était là. Ce projet qui nous tient profondément à cœur, car il n'est pas né de nulle part. Il a pu voir le jour grâce à Louis, grâce à vous, Céline, et à votre famille. Votre courage, votre témoignage face aux maladies invisibles et votre accompagnement ont été le moteur de cette bande dessinée. Je voulais profiter pour vous exprimer notre gratitude la plus profonde. Merci pour tout. Donc vous l'avez bien compris, en conclusion, c'est très important d'apprendre à reconnaître, évaluer la douleur, bien sûr, l'anxiété, tout ce qui va avec, parce que tout ça fait douleur autour des patients. Il faut traiter, il faut avoir plein de possibilités. On a de la chance, vous avez vu, on est nombreux, on dispose de beaucoup d'outils. Pourquoi ? Parce que justement, on a de la diversité, on l'a dit, on peut proposer ce qui va être le plus adapté. La prise en charge pluridisciplinaire, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'on travaille bien sûr aussi, on ne l'a pas dit, mais avec les neurochirurgiens qui vont nous dire, tiens, moi j'ai une problématique là-dessus, j'aimerais bien que vous accompagniez ce patient. Et on s'en parle et on est tout le temps beaucoup en train d'échanger. Notre prise en charge, elle est adaptée à chaque enfant. C'est-à-dire, le but, c'est... on dit toujours, nous on dit, on ne fait pas de prêt-à-porter, on fait que du sur-mesure. Pourquoi ? Parce qu'il faut travailler ensemble. Il ne faut pas travailler sur le patient, il faut travailler avec lui, avec sa famille, pour faire équipe. Parce qu'on sait qu'en équipe, on est plus fort et qu'on arrive à mobiliser des ressources. Et surtout, en fait, quand vous êtes enfant, je pense que c'est dur l'hôpital parce que je ne dis pas que c'est pas dur quand on est adulte, mais quand on est enfant, on le subit. Vous n'avez pas choisi d'être là. Des fois, c'est compliqué, même si vous savez que c'est pour votre bien, de passer tout ce temps à l'hôpital. Donc, de temps en temps, de faire des prises en charge dans ce sens-là, c'est rendre les patients acteurs de leur prise en charge, leur redonner la main, de leur dire oh, mais regarde tout ce que tu sais faire pour aller mieux déjà, et puis nous on va t'aider, on t'accompagne jusqu'au moment où vous mettez beaucoup de l'autonomie. Je pense à Louis et Hugo qu'on a revus, c'était cette semaine. On fait plusieurs séances d'hypnose, on fait des séances d'hypnose, on faisait l'un après l'autre. Maintenant ils s'installent, ils se mettent en position déjà, ils sont partis, ils savent déjà faire beaucoup de choses. Donc on travaille sur la voie aussi de l'autonomisation, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire quand ils seront seuls à la maison. Donc voilà, ça c'est notre travail et on était content de le partager avec vous. Merci.